Je vais plutôt parler de l'exploitation des données SAR dans un cadre d'observation des océans. Et en particulier, ce qui nous a intéressé, nous, à Ifremer ces dernières années, c'est l'observation des événements extrêmes. Donc, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Nicolas. Donc le contexte en fait des événements extrêmes, pour nous les questions étaient avant tout sur la compréhension de ces événements extrêmes et en particulier des phases d'intensification rapide qui sont mal comprises, mal simulées et qui du coup, en dehors des questions scientifiques, posent en fait des vrais problèmes opérationnels aux centres qui ont en charge la prédiction de l'évolution d'intensité des cyclones. En plus de ça, dans les scénarios climatiques, même si le nombre de cyclones général n'est pas annoncé comme en forte augmentation, ce qui est annoncé en augmentation, c'est justement l'augmentation des extrêmes dans les extrêmes. Et donc, ces processus de rapide intensification, on s'attend à les voir de plus en plus. Moi, se rajoute à ça le fait que la France, c'est un des pays européens les plus exposés à ces événements, hein, du fait de ces territoires ultramarins. Et par exemple, Météo France est en charge de la surveillance du bassin Indien Sud sous l'égide de l'Organisation mondiale de la météo. Donc, voilà. Ce qui nous a intéressé effectivement au niveau du contexte, c'est que le SAR, c'est le seul instrument qui est embarqué sur plateforme satellitaire, qui est capable de voir la surface à très très haute résolution, même quand il y a des nuages. Et effectivement, dans le cas des cyclones tropicaux, effectivement, ça devient assez important de pouvoir pénétrer les nuages. Donc à part les quelques mesures in situ qui existent et qui sont quand même relativement dangereuse à acquérir, le SAR, ça demeure une opportunité à considérer. Voilà. En plus de ça, les nouveaux capteurs, alors il y a RadarSat-2 dont je vais parler, mais c'est vrai aussi pour Sentinel-1, vous le verrez dans la présentation, et comme l'a dit la présentation d'avant, possède des nouvelles capacités par rapport aux précédents capteurs européens, et notamment la diversité de polarisation. Et c'est cette capacité nouvelle qui fait la possibilité de tout ce que je vais présenter en fait après en termes d'estimation des conditions dans les cyclones. Donc pour nous, l'objectif il était triple. Hein. Il y avait d'abord la capacité à pouvoir faire des acquisitions et à des modifications de plans d'acquisition auprès de l'ESA ou auprès des Canadiens en des temps relativement courts. Donc ça répond à la question, je crois, de Hervé de tout à l'heure. Et l'objectif pour nous, en fait, c'était de pas demander des acquisitions tout le temps, partout, pour voir les cyclones au hasard, mais effectivement d'essayer de programmer l'acquisition quand on sait que le cyclone allait se développer, si possible de manière explosive, et en utilisant du coup les informations de prédiction de trajectoire des cyclones qui sont fournies par les centres opérationnels. C'est pour ça qu'on a besoin, comme ces prévisions sont fournies à 5 jours, on a quand même, avec des incertitudes assez grandes, on a besoin de passer la commande le plus tard possible pour essayer d'être sûr de donner une position et un temps le plus précis à l'ESA ou à MDA pour essayer de ne pas gâcher les acquisitions. Le deuxième aspect qui nous intéressait, c'était effectivement de développer et de valider des algorithmes qui permettent de mesurer les vents à la surface des océans dans des conditions extrêmes, ce qui est jusqu'à présent pas possible de faire. Et enfin, de démontrer la faisabilité et l'intérêt de la mise en place d'un tel système dans le cadre d'un service qui pourrait être opérationnel et, on espère, accueilli par Copernicus. Donc en termes de réalisation et d'application, ce qu'on a commencé à faire, c'est effectivement de dérouler cette stratégie d'acquisition. Donc on a appelé ça les campagnes de mesure. Il y en a depuis l'été 2016. Pour Sentinel-1, on a eu un fort soutien de l'ESA en lien avec l'équipe de Mission Planning. Et pour RadarSat-2, donc c'est effectivement un fort soutien du GIS Bretelles, avec au niveau technique, du coup, un soutien des gens qui s'occupent de l'antenne à Vigisat. Donc ça, c'est un petit bilan du nombre d'acquisitions qu'on a eu depuis le début du projet. Et on voit effectivement que RadarSat-2 a largement sa part dans la fourniture d'informations, puisqu'il y a environ 150 images
qui ont effectivement observé des cyclones et qu'on a pu utiliser dans l'étude. On voit aussi que cette stratégie d'acquisition nous a permis d'avoir des acquisitions partout dans le monde, en essayant d'échantillonner tous les bassins et aussi toutes les catégories de cyclones. C'est ce qu'on voit avec les petits camemberts en bas. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Nicolas, tu peux changer ça. En termes de réalisation, c'est la deuxième réalisation, ça a été effectivement la conception d'un algorithme qui utilise les capacités de polarisation de Sentinel et de RadarSat-2. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé nos données acquises dans les cyclones au moment où les Américains volent en avion dans les cyclones. À ce moment-là, ils lâchent des drop sondes et ils font des mesures de vent avec des capteurs qu'ils ont développés spécifiquement. Et donc, on a pu comparer du coup nos mesures avec des mesures avions qui sont à très haute résolution. Donc ça, c'est bien parce que ça nous a permis de tester notre algorithme à très haute résolution puisqu'on essaye de fournir des mesures à 1 km de résolution. Donc l'image qu'on voit là, c'est le champ de vent qu'on a restitué sur le cyclone Irma quand il était en catégorie 5. Et le pattern qu'on voit qui a une espèce de forme de alpha inversée, ça c'est la trajectoire prise par l'avion qui vole dans l'œil du cyclone et qui fait plusieurs passages même dans l'œil du cyclone pour échantillonner vraiment le système. Bon, à droite, c'est un scatter plot de comparaison des deux instruments, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Et dessous, ce que vous voyez, c'est les mesures en fonction du temps données par l'avion et données par le SAR. Donc le trait noir, c'est la mesure avion et le trait bleu, c'est la mesure SAR. Donc on voit bien qu'avec notre algo, on est capable d'avoir des mesures quasiment aussi précises que les avions et on est aussi capable grâce à la haute résolution, de vraiment bien retranscrire les variations de vent à très très haute résolution, y compris dans l'œil du cyclone. C'est là où on voit quand le signal il plonge et il remonte, c'est qu'on est en train de traverser l'œil du cyclone. Voilà. Enfin, le troisième volet, c'était plus l'aspect construction de chaîne et éventuellement préparation, dimensionnement d'un service à venir. Et donc, ce travail-là, c'est un travail qui a nécessité un recueil de besoins auprès des utilisateurs, la définition aussi d'un produit qu'on peut livrer au format qui les intéresse, la fourniture des mesures de vent en temps réel. Donc, on fait ça, en fait, depuis quelques années. On commande les données, on les traite, on les poste en temps réel pour nos utilisateurs. Et ça va continuer d'ailleurs cet été pour Sentinel-1, et enfin aussi la constitution d'une archive de toutes ces observations qui est directement accessible pour les utilisations, notamment R&D ou réanalyse de système à travers le projet ESA qui s'appelle SIMS. Donc on voit là les différentes collaborations ou les différents utilisateurs potentiels qu'on a contactés comme CNWF, WMO, aussi des instituts plus scientifiques comme l'Université du Colorado qui soutiennent cette initiative. Alors dans les conclusions, oui, sur l'évaluation, j'ai repris un peu ce qui était dans le template, évaluation des produits réalisés à partir des images. Bon, d'un point de vue application scientifique, ce qu'on a fait à l'IFREMER nous on l'utilise, donc on en est très content. Ce qui est peut-être plus intéressant et plus objectif, c'est les retours utilisateurs qu'on a eus de la part de l'Université du Colorado, du Joint Typhoon Warning Center, mais aussi de Météo France, de WMO, qui ont tous plébiscité le besoin de ce type de mesures et donc de services. L'ANOA a même monté un projet un peu similaire à celui qu'on veut faire en utilisant les algos qu'on a publiés. Et là, c'est une note qu'on a publiée avec eux début juin, qui est un retour sur la saison 2020. Ce qu'on a fait nous dans le cadre de SIM, c'est ce qu'ils ont fait eux de leur côté. Si vous êtes intéressé autour de ces mesures RadarSat-2 et Sentinel-1, l'intérêt pour les centres opérationnels, notamment américains, qui utilisent déjà ces données. Alors les difficultés rencontrées, c'est l'accès aux données, on n'en a jamais assez, surtout quand on observe des extrêmes dans les extrêmes, il n'y a pas beaucoup de cas, donc si on loupe les échantillonnages, c'est dommage. Il y a le montage du projet Copernicus, ça fait plusieurs années qu'on porte cette idée, c'est assez long, bon c'est normal, mais c'est une difficulté quand même. Et enfin, la difficulté d'accéder aux autres données qui n'est pas toujours simple. Alors dans le cas de TerraSAR-X, même si on avait des possibilités via le GIS-Bretel, on n'a pas eu beaucoup de données. Pour ce qui est d'ALOS, on est allé au Japon en fait voir la JAXA et puis voir aussi les centres météo japonais, puisqu'ils ont pas mal de typhons pour leur présenter le système. Et maintenant, ALOS fait ça. Depuis l'été dernier, ils font une campagne de mesure un peu comme la nôtre pour essayer de développer des algorithmes. On devrait avoir accès aux données
qui ont été acquises dans le cadre d'un partenariat ESA, puisque ALOS 2, c'est une mission, sorte partie mission. Donc voilà. Pour la suite, alors les conclusions, avantages de la mesure SAR, donc évidemment des mesures jour et nuit, la ultra haute résolution, ce qui nous permet, ce que je disais tout à l'heure, de voir le mur de l'œil du cyclone, ça nous permet aussi de faire des vagues dans les cyclones, qui est un sujet de recherche actif. Ça permet surtout d'échantillonner un système sans risque, ça nous évite d'aller voler dedans, sur tous les bassins, puisque les Américains ne volent que près de leur côte, donc il n'y a pas de mesure avion dans les autres bassins, ou très peu. Ça permet aussi, de par la taille de la fossée, d'avoir quand même une vision, en plus de la haute résolution, assez synoptique du système. La haute résolution permet aussi de faire des mesures proches des côtes au moment où le cyclone va s'engager sur les terres. En termes de limites, je reviens à cette histoire de trop peu de données. Malgré tout, nos algorithmes à nous sont relativement peu matures puisqu'on n'a pas beaucoup de données. Donc je pense qu'il y a encore des améliorations à faire. Et enfin, ce qu'on trouve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stratégies concertées au niveau multi-agence pour effectivement fédérer ce genre de besoin au sein d'un service qui serait un peu unifié. La suite. Alors, les perspectives pour ce qui est en besoin de données d'observation de la Terre, oui, j'ai mis en premier données de référence. Moi, ce que j'aimerais bien, effectivement, c'est qu'il y ait des réflexions pour des avions, des bouées dérivantes, des ballons, ce genre de choses, même si c'est un peu hors scope, là. On a vraiment besoin de données de référence quand on travaille dans les extrêmes, et c'est un manque cruel. Là, j'ai mis données de missions autres que la bande C. Oui, je pense là notamment à ALOS, en bande L, pour préparer la future mission SAR européenne qui sera Roselle, qui sera en bande L. Et il y a un vrai intérêt pour les cyclones, puisque normalement, la bande L est moins sensible à la pluie. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'assez important. Pour ce qui est des nouvelles études et des projets à mettre en œuvre, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire pour préparer des algos pour les autres bandes de fréquences, mais aussi pour améliorer et étendre les algorithmes qu'on a fait. Tout à l'heure, j'ai parlé des vagues, il y a aussi la limitation quand il y a beaucoup de pluie. Il y a aussi des études pour valoriser des approches transverses entre, par exemple, ce que voit le SAR en surface et ce que voient des radiomètres ou des géostationnaires dans les nuages. Ça peut être assez intéressant pour des études de CHIR quand le cyclone commence à se tilter. Il y a aussi des études SAR, modélisation qui pourraient être menées. Donc, il y a beaucoup de choses, je pense, à faire encore autour de ce dataset. Et pour moi, l'intérêt du dispositif Dynamis, c'est la présence d'un pôle de données qui pourrait aussi permettre de répertorier toutes ces données cyclones, qui est à mon avis un jeu de données unique, permettre d'accéder éventuellement à de nouveaux types de données, mais aussi les plateformes de calcul, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour travailler l'ensemble du jeu de données qu'on a de manière un petit peu massive, pour éventuellement faire des exercices de deep learning pour certaines approches algorithmiques.